Il est 19h30, merci d'être avec nous pour cette grande session d'information. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. À la une de l'actualité régionale, ce soir, une lourde sanction pour le Caracoli. L'établissement a été condamné par le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour destruction d'un site de ponte de tortues marines. Il devra payer une amende et quitter les lieux dans les 3 mois. L'hommage national aux victimes de l'esclavage au ministère des Outre-mer, une cérémonie pilotée par le CM 98. Le ministre des Outre-mer a confirmé la création prochaine d'un monument dédié aux esclaves à Paris. Un logo percutant pour conquérir le consommateur. Coup de projecteur ce soir sur le label Mossotella, label Made in Guadeloupe, porté par un réseau de producteurs. Objectif, promouvoir le consommé local en toute confiance. Alors, quelle est la traçabilité des produits? Nous en parlerons avec notre invité, Tony Mohamed Ali, président de l'Iguaflore, concepteur du projet. Et puis le chant du coq, le chant de la victoire. Retour ce soir sur le sacre de la Gauloise en finale de la Coupe Vive. Les Bastériens se sont imposés 1-0 face aux Guyanais de l'ASC Caraïbes. Ils devront plier bagages et remettre le site en état dans les 3 mois. La décision a fait l'effet d'une bombe pour les propriétaires du Caracoli. L'établissement très prisé de la plage de Grand-Anse à Déhay a été condamné à payer une lourde amende, 375 000 € pour destruction d'un site de ponte de tortues marines. L'épilogue d'une procédure judiciaire entamée par l'Office français de la biodiversité. Jessie Blanquet, Christian Danquin. Ce sont notamment ces aménagements ou encore ces gaines électriques construites en 2019 à Même-le-Sable qui sont reprochés au Caracoli. Des travaux non autorisés qui entraveraient non seulement la ponte des tortues et leur accès à la mer, mais impacteraient la végétation naturelle selon l'Office français de la biodiversité. De tels travaux auraient nécessité un accord préalable de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement afin de trouver un équilibre entre protection de l'environnement et activité économique. L'enjeu environnemental, il est de taille sur notre territoire. Il y a possibilité de se rapprocher aussi des collectivités qui portent des projets de territoire, qui proposent des implantations en arrière-plage, par exemple. Je rappelle que la préservation de l'environnement constitue depuis 2004 une exigence constitutionnelle, puisque ça a été la charte de l'environnement a été introduite dans le préambule de notre Constitution. On a des exigences communautaires et des exigences nationales qui se sont renforcées en matière de protection de l'environnement et qu'aujourd'hui, il convient d'apporter une réponse aussi adaptée aux différentes atteintes à l'environnement. L'ADAL insiste sur le fait que la plage de Grand-Anse regroupe un nombre de contraintes frappées par des régimes de protection fortes, ce qui justifierait la sanction du parquet. Le Caracoli Beach and Spa, installé sur cet emplacement depuis plus de 20 ans, a désormais 3 mois pour retirer son établissement de la plage et remettre en état le milieu sous peine d'avoir à payer 1 500 € d'astreinte journalière. La société doit également verser une amende de 375 000 €. Elle ne compte pas se laisser faire et a mandaté Maître Olivier Maurice, avocat du barreau de Paris, pour la défendre. Ce dernier refuse en l'état toute déclaration, mais nous indique que des actions seront mises en œuvre. Autre structure dans le collimateur des autorités, le Memorial Act, un navire à la dérive pointé du doigt par les inspections générales de l'administration et des affaires culturelles. Le rapport rédigé en novembre dernier fait état d'une gestion chaotique durant ces 4 dernières années. Les grandes lignes de ce rapport censé rester confidentielles avec Eric Schimpfling. 7 ans après sa création, voilà à quoi se résume le Memorial Act, un bilan décevant, un avenir à construire. Ce rapport de 130 pages est le fruit d'une mission flash de l'inspection générale de l'administration et des affaires culturelles, réalisée en septembre dernier après un signalement d'Alexandre Rochat. L'ancien préfet évoquait notamment plusieurs crises de gouvernance et de gestion. Un constat largement corroboré par les auteurs du rapport. Le bilan pour la période 2019-2022 s'avère dégradé, voire chaotique. Les rapporteurs pointent les tensions entre la directrice générale et une partie significative de son personnel, à tel point que le MACT est resté fermé pendant 9 mois, de mars à novembre 2021. À cela s'ajoute l'absence de dialogue entre Laurella Rinson et Harry Chalus, président du conseil d'administration. Mais au-delà des questions de gouvernance et d'égo, il y a également un projet scientifique et culturel en panne, la multiplication des contentieux, dont plusieurs dossiers au pénal, et enfin une situation budgétaire anormale. Et l'affaiblissement est tel, souligne le rapport, qu'il hypothèque l'avenir même de l'établissement. Les rapporteurs ont donc proposé 4 recommandations prioritaires.
La première vient d'être suivie d'effet puisque Laurella Rinson a été rayée des effectifs le 19 mai dernier. Reste maintenant à nommer un directeur provisoire pour quelques mois, avec pour mission d'apaiser les tensions et de relancer un nouveau projet. Ce sera l'objet du conseil d'administration prévu mardi prochain. Et ce 23 mai est aussi un jour de mémoire. C'est le 25e anniversaire de la commémoration des victimes de l'esclavage. Comme chaque année, l'association CM98 organise le Limia Bayo, devenu une journée nationale du souvenir. Lors des célébrations, le ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco, a confirmé l'édification d'un monument dédié aux esclaves. Noura Noné, Bruno Gabetta. Les yeux parcourent avec curiosité ces milliers de noms. Certains descendants et descendantes d'esclaves ont fait un long travail de généalogie. Aujourd'hui, ils transmettent. En 1848, à l'abolition de l'esclavage, on a enlevé le numéro et on a mis un nom. Nous avons tous nos ancêtres, nos aïeux qui sont des esclaves. Moi, j'ai des affranchis, j'ai des esclaves et ça m'a fortifié dans mon identité. Il y a 25 ans, à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une marche silencieuse réunit 40 000 personnes à Paris venues honorer la mémoire de leurs ancêtres. Le CM98, le comité marche du 23 mai 1998, est fondé dans la foulée. La date du 23 mai devient alors une date symbolique. Vous savez, lorsqu'on a commencé, jamais on n'aurait pu comprendre en 98 qu'on serait là, qu'on serait à ce niveau d'un rendez-vous régulier et surtout d'une reconnaissance par la République française. C'est un combat difficile, très difficile. Une mission vient d'être confiée à l'ex-président du CM98, contribuer à la création d'un mémorial listant plus de 200 000 noms de victimes de l'esclavage. Promesse d'Emmanuel Macron en 2018, ce monument devrait enfin voir le jour. Le ministre délégué aux Outre-mer l'a annoncé ce jour de commémoration. Donc j'espère bien qu'on va ouvrir en 23 mai 2025. Le comité de pilotage se réunira au mois de juin. Voilà. C'est clair. En attendant, pour les afro-descendants présents, cultiver la mémoire est essentiel, tout en se posant la question des réparations. Moi, je pense que les questions de restitution et de réparation sont les questions à l'ordre du jour, parce que quand on voit nos territoires à Mayotte, quand on voit Haïti, quand on voit Guadeloupe, Martinique, c'est pas terrible en tout cas. Donc du coup, je pense que les questions de restitution sont les questions de base aujourd'hui. Cette journée de commémoration s'est achevée sur des danses et des chants traditionnels, car ce souvenir, c'est aussi préserver la culture héritée des ancêtres. 25 ans après la marche du 23 mai lancée par le CM98 et après moult rebondissements, le projet de monument mémoriel reprend vie. Un projet mis sur les rails en 2017. Kessi Weshop-Taï. Ce monument sera situé au cœur de la géographie de cette histoire. Entre l'ancienne demeure royale et impériale des Tuileries, là où la convention qui vota la première abolition tenait ses séances, et l'hôtel de la Marine, là où a été préparée la deuxième abolition. Ce monument, c'est le mémorial aux esclaves, où se tiendrait une stèle recensant 200 000 noms d'affranchis devenus citoyens en 1848. Le choix qui a été fait d'avoir une œuvre d'art et le cahier des charges de cette œuvre d'art, c'est justement l'inscription de ces noms donnés aux esclaves après l'abolition de l'esclavage. Nous avons travaillé pendant plus de 10 années, 15 années sur ces noms. Nous avons tous retrouvé 150 000 à la Guadeloupe et à la Martinique. Une Arlésienne promise par le président Emmanuel Macron en 2018, poussée par l'association militante CM98. Dans un message publié sur son compte Facebook, le président déclarait « Je soutiens le projet dirigé à Paris dans le jardin des Tuileries, un mémorial national qui rende hommage à ces victimes. » Pas de première pierre, seule l'idée du projet consenti. Mais après la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage en 2019 et plusieurs controverses au sujet du lieu et de l'artiste qui en serait l'auteur, le discours du président le 27 avril dernier ravive l'espoir d'un mémorial. Notre pays désormais n'est plus dépourvu de stèles. Grâce à l'action de tous les bénévoles, de tant d'élus, de tant d'historiens et de spécialistes qui travaillent aux listes recensant les esclaves affranchis après 1848 et à l'accès libre qui est maintenant accordé. Ce travail permettra l'établissement d'un mémorial des victimes de l'esclavage, nouvelle stèle de notre œuvre de mémoire.
Il y aura donc bien un mémorial, même si l'emplacement prévu des Tuileries est écarté. Un nouveau comité de pilotage du projet devrait être nommé prochainement. Kalash devant la justice, l'artiste martiniquais était jugé ce matin à Paris pour outrage, rébellion et délit de fuite. Cette fois, le parquet a requis 15 ans de prison avec sursis et 2 ans de probation. 15 mois de prison avec sursis et 2 ans de probation. Compte rendu d'audience, Victor Pérez-Boucheron, Emmanuel Morel. C'est un homme avec une démarche nonchalante qui s'est présenté aux alentours de 13h15, tout de noir vêtu, devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Kalash Kevin Valeret, de son vrai nom, rencontré à la sortie de la salle, se sent plutôt rassuré. Je suis confiant, on verra la décision. Mais en tout cas, j'étais surtout venir pour dire ce que j'avais à dire, surtout. On verra ce que la justice décide. Mes représentants m'ont très bien représenté. J'avais surtout envie que le tribunal m'entende et j'avais besoin de dire ce que j'avais besoin depuis 4 ans. J'ai demandé la relaxe s'agissant des infractions outrage, rébellion. Naturellement, pour les blessures involontaires, la relaxe n'a pas été sollicitée. On a indiqué aussi que s'agissant des violences involontaires, naturellement, nous ne contestons pas cela, mais le délit de fuite n'est pas caractérisé. Du côté des avocats des forces de l'ordre, ils n'ont pas répondu à nos questions à la sortie du procès. Le procès s'est conclu 5 heures après. Kalash risque 3 ans d'annulation du permis de conduire et 15 mois de prison ferme. En bref, une perquisition du parquet national financier aujourd'hui à la mairie de Bémao et en présence d'Hélène Polifonte. On ignore les raisons de cette procédure. La mairesse de Bémao n'a pas souhaité répondre à nos questions. On va parler économie avec ce label qui s'illustre fièrement sur les étals des supermarchés. Mossotella est une marque dédiée aux fruits et légumes de l'archipel, un projet porté par Liguaflore pour se rapprocher au plus près de la souveraineté alimentaire. Le label garantit des produits sains et valorise la traçabilité de la production locale. Rudy Rilsi. 2 jours que la marque est au rayon fruits et légumes de ce supermarché. Et tout de suite, les clients ont remarqué un changement sur les prix et l'aspect des produits. La couleur, c'est joli, la forme, c'est joli, et puis voilà. Le prix des courgettes, elles sont beaucoup moins chères que ce qu'il y avait avant. Des prix bien plus attractifs et un aspect beaucoup plus charnu. De nombreux avantages que présente Mossotella, la nouvelle marque de fruits et légumes. Hier, en entendu en radio, Mossotella. Je dis, le premier côté qu'on mettait, c'est Sidan. Comme c'est Sidan qui avait la commission en moins, elle vient chercher les côtés Sid. Des produits issus de producteurs et distributeurs locaux. Arrivé ce matin, sorti du champ, comme on dit à Saint-François, il y a 30 minutes. Ce matin-là, 800 nouveaux kilos de différents produits sont installés dans cet espace qui leur sont dédiés, avec à la clé quelques explications. On leur explique que c'est pour l'agriculture de Guadeloupe, des produits sains, venus sur des terres qui sont saines, donc ils peuvent acheter les yeux fermés. Mossotella, un label qui valorise désormais l'action des agriculteurs et encourage le consommer local en toute confiance. 2 années auront été nécessaires pour assurer la traçabilité de ces nouveaux produits. 20 agriculteurs adhèrent pour le moment au concept pour 170 hectares de culture. Voilà, le but c'est qu'on continue à la développer, que d'autres agriculteurs nous rejoignent, donc qu'ils arrivent à remplir le cahier des charges. Et puis évidemment aussi au niveau de la distribution, le but c'est qu'elle soit accessible à un maximum de consommateurs. Donc il faut aussi qu'il y ait un grand nombre de distributeurs qui rejoignent la démarche, donc en validant aussi auprès d'eux le cahier des charges qui repose essentiellement sur la traçabilité des produits pour vraiment donner aux consommateurs l'assurance que c'est des produits qui viennent de Guadeloupe et qui sont sans problème et qui sont sains. Des produits sains, savoureux et indemnes de chlordécone, comme ceux que propose Frédéric Boursault. Nous sommes à Mont-d'Or, sur les hauteurs de Saint-Robert. Ici, l'agriculteur exploite 5 hectares d'agriculture bio, d'autant d'arbres fruitiers et un demi-hectare de Christophine, tous estampillés la nouvelle marque Mossotella. Une transparence utile et nécessaire, selon l'agriculteur. Grâce à cette transparence, pour plus de traçabilité, plus de visibilité, plus de connaissance du monde agricole local, nous allons reconquérir le cœur des Guadeloupéens pour que demain, ils puissent se mobiliser pour leur production, pour leurs producteurs et nous dire, ben voilà, Mossotella est vraiment le gage, la garantie que nous attendions pour pouvoir profiter pleinement de ce que la Guadeloupe peut nous donner, notamment en agriculture. Avec les partenaires de Liguaflore, Frédéric Boursault souhaite montrer que la profession se mobilise
pour la traçabilité de l'approvisionnement en fruits et légumes de la population. Depuis son lancement le 17 mai dernier, Mossotella est visible dans 8 magasins et un marché de producteurs. Et pour aller plus loin avec nous sur ce sujet, Tony Mohamed Ali, président de Liguaflore et concepteur du label Mossotella. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Reconquérir le cœur des consommateurs guadeloupéens, c'est votre objectif. Avez-vous le sentiment, avec ce reportage, d'être sur la bonne voie? On est sur la bonne voie. Aujourd'hui, beaucoup de nos consommateurs se posent la question, est-ce que nos produits sont sains ou non? C'est pour ça que des fois, ils n'achètent pas. Donc Mossotella est vraiment là pour garantir la traçabilité et la sécurité alimentaire. Alors, 20 agriculteurs seulement adhèrent, c'est peu à l'échelle de la Guadeloupe pour atteindre la souveraineté alimentaire. C'est aussi votre objectif. Le cahier des charges pose problème, visiblement. Qu'est-ce qu'il faut pour adhérer ? Pour adhérer, il faut juste aller sur le site, faire la demande. Il faudra fournir la déclaration de surface, l'analyse de sol sans chlordécone et des fiches culturales. Ce que fait déjà les organisations de producteurs, c'est juste, je dirais, officialiser les choses. Nous, ce qu'on vise surtout, c'est permettre aux producteurs qui sont seuls de pouvoir réintégrer le système organisé. Pourtant, ils ne sont que 20. C'est difficile de les convaincre? Non, on a pas mal de producteurs qui sont en attente. Ça demande du temps, puisque tout doit être contrôlé. La déclaration de surface, la corrélation avec la carte des analyses de sol, tout doit être contrôlé. On a beaucoup de demandes en attente qui doivent être étudiées. Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour structurer la production agricole locale? C'est une attente des consommateurs. Non, la structuration, elle est là. C'est vraiment la marque, le gage de qualité. Comme je vous dis, c'est vraiment pour rassurer la clientèle locale sur la qualité de nos produits. L'interprofession aujourd'hui regroupe la production, la distribution, les agrotransformateurs et les approvisionneurs. Donc tout le monde est au sein de l'interprofession pour discuter de ce qui doit être fait. Alors, mais quelles ont été les principales difficultés dans la mise en place de ce projet? Il a fallu 2 ans pour le monter. Il a fallu discuter plusieurs réunions sur les cahiers des charges pour la distribution, cahiers des charges pour la production, et aussi avec l'État, regarder effectivement si ça rentrait dans le cadre réglementaire. Donc malheureusement, c'est une petite association qui a mené ce projet. 2 ans, ça paraît long, mais pour nous, c'est assez rapide. Alors, des produits plus sains, avec des prix plus attractifs, selon le reportage. On sait que les coûts de production ont explosé ces derniers temps. Donc, comment ça se passe? Est-ce que les agriculteurs sont gagnants? Est-ce qu'ils revoient leur prix? Comment ça se passe? Le prix, c'est vraiment un cas particulier. Nous, ce qu'on dit, c'est que acheter un produit Mossotella, c'est pas acheter un produit plus cher. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on achète des produits de saison, les produits ne sont pas chers. Donc, effectivement, avec le surcoût de production, le producteur aujourd'hui joue dans sa trésorerie. C'est-à-dire que le produit n'est pas vendu à son juste prix, surtout avec les surcoûts qu'on a eus dernièrement avec la guerre en Ukraine. 8 magasins et un marché de producteurs jouent le jeu pour l'heure. Quelle est votre stratégie pour étendre le réseau? L'idée, c'est que toute la Guadeloupe soit recouverte des produits Mossotella. Ça allait des magasins au marché, même aller chez le primeur. Il faut que tout le monde s'approprie cette marque. Comme je vous dis, c'est pour le Guadeloupéen, pour manger sainement et surtout gagner la confiance de notre clientèle aujourd'hui qui se pose des questions sur la qualité de nos produits. Le consommé local a-t-il encore de beaux jours devant lui? Oui, on l'a vu encore récemment avec la crise Covid. La production locale, heureusement qu'elle était là, donc qui a permis de nourrir nos petits Guadeloupéens. Ça a commencé en 2009 où on a vu l'engouement effectivement pour la production locale. Juste quelques chiffres. On a monté une étude en 2018 où on a recensé plus de 300 points de vente de fruits et légumes fixes. Très bien. De bon augure pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, Tony Mohamed Ali, d'avoir répondu à nos questions. Le grand retour des héros après leur triomphe hier soir en finale de la Coupe Vive face aux Cayennais de l'ASC Caraïbes. Les joueurs de la Gauloise ont été acclamés cet après-midi à leur arrivée à Pôle Caraïbes. Standing ovation pour les Bastériens. Quelques supporters se sont déplacés, vous le voyez sur ces images,
pour leur rendre hommage à leur arrivée cet après-midi. Un but pour écrire l'histoire. Les coqs bastériens ont maintenu la pression jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final face à des Cayennais qui n'ont pas démérité. Résumé de la rencontre, Jean-Gilles Lassard. Voilà 36 ans que la Gauloise attend un trophée majeur. La Coupe Vive 2023 part vers la Guadeloupe grâce à un petit but inscrit dès la 5e minute par Chris Manuel Petit, un jeune de 21 ans représentant la nouvelle génération du club. Et ça fait très plaisir après combien d'années qu'on attend un trophée et ramener la coupe en Guadeloupe et à la Basse-Terre, ça fait plaisir. Très vite, devant sur une pelouse catastrophique qui a poussé l'organisation à annuler le match de la 3e place, les Bastériens ont eu fort à faire face à la formation de Caraïbes. Le petit pousset de ce tournoi s'est accroché bec et ongles et n'a pas reculé en proposant du jeu. Le seul point noir restera l'efficacité, mais son entraîneur repart avec beaucoup de certitude. On ne perd jamais, on grandit toujours. Et là, je pense que les gars, ils ont compris qu'à ce niveau de la compétition-là, une erreur, ça ne pardonne pas. Parce que c'est quand même une belle expérience. C'est un très beau tournoi. Et y participer, c'est vraiment, on a l'impression d'être vraiment dans de grandes compétitions. Sans avoir été exceptionnelle, la Gauloise a été la meilleure équipe du tournoi grâce à une discipline de tout instant et une efficacité dans les 2 surfaces de réparation. Ce trophée récompense une saison satisfaisante et qui demeurera historique. J'étais déjà fier du groupe, puisqu'on a fait une saison assez quand même sympa, je dirais. Les gamins ils étaient présents, donc voilà, ça vit relativement bien. Il fallait finir sur une belle note, et c'est le cas, donc je suis très, très heureux. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, enfin, ils n'avaient pas gagné un titre. Là, c'était l'an dernier, on passe à 2 doigts, cette saison également, donc il fallait faire honneur. Le rideau est retombé sur l'édition 2023 de la Coupe Vive. La compétition a trouvé son rythme. Elle a permis, avec l'arrivée de la Guyane en 2018, de désenclaver un football antillo-guyanais qui en a bien besoin. Et on termine avec l'événement du week-end à Marie-Galante, J-3 avant le coup d'envoi du Terre de Blues Festival. Dernier réglage, dernier préparatif avant le Grand Rush et l'arrivée des festivaliers. C'est le début d'une série de reportages réalisés sur l'île par Lise Dolmar. Un festival de travaux avec le bruit qui va avec. Ce sont là les toutes premières sonorités d'une terre et de son blues. Des routes fraîchement goudronnées, une gare maritime en chantier et juste à côté, une scène prévue à cet endroit. Bref, partout, la même frénésie. Dans ce restaurant, du haut de son escabeau, l'homme s'active. J'ai commencé depuis dimanche. Et vous avez prévu la fin pour quand? Normalement, d'ici mardi prochain. Stop chrono? Oui. Un peu plus loin, au centre-ville, c'est un bruit de perceuses et de marteaux qui attire notre attention. Là, on est à fond jusqu'à la fin du festival. Petit coup d'œil à l'intérieur de ce futur lieu de convivialité et de restauration. À l'étage, propriétaires et gestionnaires cogitent, car le temps presse. On a voulu refaire une case à l'ancienne, d'accord, pour faire un salon de thé, café, salade bar et 2 plats créoles tous les jours. Donc voilà, de base, on devrait ouvrir ça l'année prochaine. Mais lorsque le festival a été annoncé, on s'est dit qu'on se mettait un challenge d'essayer de finir avant le festival. Donc là est mon combat. Nous poursuivons notre route cap sur Capesterre. Il est vrai qu'avec l'invasion des algues brunes, une nuisance pas évidente à gérer à la veille du festival. Mais en prenant un peu de hauteur, histoire de voir le soleil levant, on peut y croire. Dans cet hôtel, à la vue imprenable, on affiche complet pour la fin mai. Depuis un an déjà, le festival c'est un an à l'avance quand même, puisque vous avez les clients des années précédentes qui réservent déjà pour l'année d'après. Et vous avez énormément d'habitués, mais on a remarqué aussi qu'il y a énormément de nouvelles têtes qui arrivent et beaucoup de personnes aussi de l'Hexagone, mais aussi d'ailleurs. Maintenant, prenons la direction de Saint-Louis. Dans ce bar lounge bien connu, la musique est déjà rodée. Le propriétaire des lieux voit ainsi la vie en swing. Moi, je commence mes soirées depuis le mercredi avec une nouveauté, ouverture du festival mercredi 24 avec le groupe Julian Harmonie de Guadeloupe
ils vont venir faire une super prestation pour vous recevoir pour le festival. Alors, en attendant le festival Terre de Blues, en avant-première, j'ai le plaisir de vous présenter à la batterie Diego, qui vous souhaite déjà un très bon festival. Et son petit frère, lui aussi, qui vous dit à très vite. Voilà une première mise en bouche avant le coup d'envoi du festival. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Une lourde sanction pour le Caracoli. L'établissement a été condamné par le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour destruction d'un site de ponte de tortues marines. Il devra payer une amende de 375 000 € et quitter les lieux dans les 3 mois. Retour de l'information, 5h, Florence Péroumal, à 6h15, Jean-Louis Francisque, maire de Trois-Rivières, président du SMGAG, sera l'invité de Claude Danican dans la grande interview. 13h, Edigo Lapcan, nous, on se retrouve dès 19h pour une nouvelle tranche d'information. Exceptionnellement, nous ne pourrons pas vous présenter votre journal créole ce soir. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Belle soirée à tous sur notre antenne. À demain.